Le fine-tuning, cher interlocuteur, est l'art de polir les arêtes de l'intelligence artificielle de façon à lui conférer la délicatesse d'un poème bien versé. Cette phrase, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, ce n'est pas Alexandre Dumas, quoique. Cette phrase, elle a été générée par un LLM qui a été fine-tuné sur l'œuvre de Dumas, le Comte de Monte Cristo. Salut, moi c'est Gabriel, je suis ingénieur en IA et je suis aussi passionné de littérature. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut donner une voix à un LLM ? Une voix mais pas une voix comme une autre. La voix d'Edmond Dantès, le Comte de Monte Cristo. Pour cela, j'ai fait un projet de fine-tuning d'un LLM et tu vas voir, le résultat est vraiment bluffant. C'est parti. Donc, une notion très importante à avoir en tête, c'est que finalement, quand on parle d'un modèle, d'un LLM, il y a vraiment deux phases complètement distinctes, qui sont la phase d'entraînement et la phase d'utilisation du modèle. On parle de training et d'inférence pour ces deux étapes. Et donc là, ce que je vous explique, c'est la partie training, c'est-à-dire l'entraînement du modèle. On a récupéré des milliards et des milliards de tokens. Donc c'est du texte qui a été transformé en nombre, en identifiant numérique. Et ces tokens-là, on va les envoyer dans un LLM. Donc un LLM, c'est finalement une grosse machine statistique qui fait des opérations mathématiques, c'est des calculs matriciels. On a des nombres, on va faire des multiplications, on va faire des additions, on va faire des opérations mathématiques dessus, et ça va nous sortir ici ce qu'on appelle des logits. Les logits, c'est un ensemble de nombres qui correspond à la taille du vocabulaire. Alors le vocabulaire d'un LLM, il est fixé à l'avance. Donc par exemple dans GPT-3 à l'époque, il avait 100 000 tokens différents possibles. On parlait d'une taille de vocabulaire de 100 000 tokens. Donc chaque LLM a ses caractéristiques propres, il y a un vocabulaire de plus ou moins grande taille. On peut avoir un GPT-2, il avait 50 000 tokens, GPT-3 c'était 100 000, Llama ça pourrait être 200 000. Donc suivant les fournisseurs de modèles de LLM, ils ont une taille de vocabulaire qui est différente. Et donc on a autant de logits, et c'est un score. Un logit, c'est un score qu'on donne à chaque token de notre vocabulaire. Donc le LLM, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'on lui passe en paramètre une phrase, et il va donner un score sur quel est le prochain token. Donc si je dis « il était une », peut-être que le token le plus probable, c'est « il était une fois », parce que c'est une phrase qu'on va retrouver souvent dans le corpus d'entraînement. Et donc le token associé au mot « fois », eh ben, il aura un score élevé. Ça sera, le logit associé à ce token-là sera important. Donc on va calculer ça, et puis on a nos données d'entraînement. On sait qu'après il était une, on s'attendait à avoir le mot fois, et donc on va ajuster les probabilités en fait de notre modèle pour que sur cette fois-là, peut-être qu'il n'a pas prédit que c'était il était une fois, il a dit il était une pizza. Pizza, c'est pas du tout quelque chose qui est probable, donc on va diminuer la probabilité on va donner un score plus faible au logit correspondant au token pizza, et puis on va augmenter par contre celui de fois, parce qu'on veut qu'il prédise de fois, parce que dans notre données d'entraînement, il était une fois. Et donc on va boucler comme ça sur nos milliards et nos milliards de tokens. Et petit à petit, les paramètres qui est à l'intérieur du modèle, on parle de weights en anglais, donc dans un Yamaha, dans un Mistral 7 milliards de paramètres, il y a 7 milliards de paramètres. On va ajuster ces 7 milliards de paramètres là petit à petit. On va les modifier à chaque fois qu'on va on va boucler sur tous nos milliards et nos milliards de tokens d'entrée. À chaque fois, on va ajuster jusqu'à ce que notre modèle finalement il converge pour nous donner des scores qui soient cohérents. Et donc ça, cette phase-là, c'est la phase d'entraînement. Et donc pendant cette phase-là, tous les nombres qui sont à l'intérieur de cette boîte LLM, tous ces nombres-là, ils varient. Ils sont mis à jour à chaque fois qu'on a des jeux d'entraînement. Ça, c'est la phase d'entraînement. Mais il faut vraiment la différencier de la phase d'utilisation du modèle. Quand vous allez sur chatgpt.com, quand vous allez sur Le Chat, quand vous allez sur des services d'utilisation des LLM, vous ne faites pas de l'entraînement à ce moment-là, vous faites de l'inférence. Donc vous posez une question en langage naturel. Cette question-là, elle est transformée en token. Et ces tokens-là vont dans un LLM, mais le LLM ici, je l'ai mis en bleu, il est gelé en fait. Il ne va pas bouger. Les paramètres qui sont à l'intérieur ne vont pas bouger, et du coup, ce qui va vous donner comme résultat, ça sera déterminé, ça sera toujours le même résultat, et à partir des scores qu'il a calculés pour chacun des tokens possibles, on va choisir quel est le prochain token qui est généré par le modèle. Et on va boucler pour compléter la phrase. Et donc chaque
phrase est générée token par token, on va dire mot à mot, si on veut simplifier en disant qu'un token égale un mot, mais c'est petit à petit comme ça que se fait la génération de tokens. Donc ça, c'est le cadre général de comment est-ce qu'on fait pour faire de l'entraînement et de l'inférence. Mais là-dedans, c'est quoi le fine-tuning? En fait, le fine-tuning, ça revient à refaire un entraînement supplémentaire sur des données en plus. Là, je vous ai dit, on a pré-entraîné le modèle sur énormément, des milliards et des milliards de tokens en entrée. Et là, finalement, on a un jeu de données spécifique, et dans mon cas, c'est l'œuvre de Alexandre Dumas, et on va prendre cette œuvre-là, on va aussi la transformer en token, et cette fois-ci, on va modifier notre LLM pour pouvoir mettre à jour, pour pouvoir qu'ils prédisent et qu'ils mettent en avant des logits qui correspondent vraiment à des tournures, à des tokens, à des mots qui sont utilisés par Alexandre Dumas dans son œuvre. Alors ça, c'est le fine-tuning, mais le fine-tuning, on va voir, il y a plusieurs sortes de fine-tuning. Donc ce que je vous dis là, quand on remet à jour entièrement le modèle, on appelle ça un full fine-tuning, où on va complètement rechanger tous les poids du modèle, on va refaire une passe à chaque fois sur tout le modèle. Sauf que cette approche-là, en tout cas moi je fais ça à titre personnel, ça demande beaucoup de ressources, ça demande des grosses machines, parce que là on parle de 7 milliards de paramètres par exemple, dans mon exemple que j'ai choisi avec un Mistral, 7 milliards de paramètres. Donc il faut mettre à jour 7 milliards de paramètres à chaque fois qu'on a un nouveau token, un nouveau jeu d'entraînement. Donc ça demande une grosse puissance de calcul, ça va demander beaucoup de ressources. Et du coup, il existe des techniques pour pouvoir faire du fine-tuning, mais sans avoir besoin de réentraîner tout le modèle. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, et c'est ce que j'ai utilisé dans ce projet. J'ai utilisé LoRa, Low Rank Adaptation, qui est issu d'un papier qui a été paru il y a plusieurs années, et qui vient de l'idée que finalement un fine-tuning, on n'a pas forcément obligé de faire un fine-tuning complet de tous les poids du modèle, parce que comme je disais, ça peut prendre beaucoup de ressources, ça peut être très gourmand en capacité de calcul. Et donc l'idée derrière LoRa, c'est finalement de rajouter un jeu de paramètres, mais en quantité bien plus limitée que la quantité initiale de paramètres qu'il y a dans le modèle, et de n'entraîner que ces paramètres supplémentaires ici. Donc là, dans cette illustration, sur ce schéma-là, la partie bleue, c'est le modèle qui a déjà été pré-entraîné, il est bleu, il est figé, on a gelé ce modèle-là, on ne va pas toucher à ces paramètres-là, et on va rajouter des paramètres additionnels, et c'est eux, et uniquement eux, qui vont être mis à jour pendant la phase d'entraînement durant notre fine-tuning avec nos données supplémentaires. Donc là, dans ce projet, on va récupérer des données qui correspondent au livre d'Alexandre Dumas. On va générer des données d'entraînement, et c'est sur ces données d'entraînement spécifiques vont permettre de modifier, d'adapter ces paramètres-là. Et c'est ça qui va donner notre ton et notre style spécifique au modèle. Alors concrètement, comment j'ai fait? Alors je vais vous parler du pipeline de données que j'ai mis en place. Donc la première étape, ça a été de récupérer les livres. Donc les livres sont libres de droit, ils ont été publiés dans les années 1800, c'est disponible sur projectgutenberg.org, et donc j'ai récupéré ces livres-là. Et donc la phase 1, ça consiste à télécharger ces livres-là, mais aussi à processer, à travailler la donnée, puisque j'avais par exemple, le livre était formaté, et tous les 84 caractères, j'avais un retour à la ligne, donc mes phrases étaient tronquées. Il y avait des petits problèmes de formatage, donc il a fallu quand même que je retravaille un petit peu mes données pour avoir quelque chose de cohérent et d'utilisable. Donc ça, c'est la première phase. À la fin de cette phase-là, finalement, j'ai le texte en format texte brut de l'œuvre entière du Comte de Monte Cristo. C'est comme si j'avais numérisé entièrement le livre, et que voilà, page par page, je me retrouve avec l'intégralité du texte qui est là-dedans. Première étape, j'ai récupéré le livre. La deuxième étape, ça a été d'extraire les pensées, les dialogues et toutes les phrases prononcées par Edmond Dantès dans le livre. L'idée pour moi, c'était de donner ce style-là, donc il fallait que j'arrive à extraire parmi tous les personnages du roman, parmi toutes les phrases qui étaient citées, quelles sont celles qui correspondent vraiment à ce qui est dit par le comte de Monte Cristo dans le livre. Et donc pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'avais le texte brut, je l'ai découpé par bloc de 100 lignes, et ces 100 lignes par 100 lignes, je les ai envoyées à un LLM que j'avais installé sur ma machine, et je lui ai demandé d'identifier là-dedans qu'est-ce qui relevait d'Edmond Dantès ou pas, et d'en extraire des citations. Et donc à la fin de cette phase 2, je me retrouve avec un fichier, ici donc au format JSON, sur lequel j'ai l'ensemble des citations qui ont été extraites du livre. Donc j'ai toutes les pensées, tous les dialogues qui ont été formulés par Edmond Dantès.
Ces données-là, elles ne sont pas utilisables directement pour mon fine-tuning. Dans le fine-tuning, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fine-tuning de modèle Mistral de type instruct. Donc le type instruct, c'est le fait que finalement ce modèle-là, il a été déjà fine-tuné aussi, c'est le terme qu'on utilise dans le jargon, qui a été fine-tuné pour répondre à des questions. À la fin d'un entraînement, du pre-training, si on ne fait pas cette phase de fine-tuning, un modèle, il va répondre ce qui est le plus probable, mais il ne va pas forcément répondre à une question. Donc si je lui demande quelle est la capitale de la France, il va peut-être me répondre quelle est la capitale de l'Allemagne. Parce que peut-être que dans son jeu de données, c'est très fréquemment qu'il a des listes de questions, et donc il va me répondre à une question par une question. Et donc, pour arriver à avoir des assistants qui soient utiles, en fait, on a une phase de fine-tuning qui est faite, et donc c'est ce qu'on appelle les versions instruct des modèles. Et les versions instruct, elles respectent des instructions, et quand on leur pose une question, entre guillemets, elles vont donner une réponse et pas répondre avec une autre question, ou répondre à côté, ou faire une dissertation autour de ça. Elles vont vraiment essayer de répondre à la question. Et donc, moi j'ai une version instruct, et donc cette version instruct, elle s'attend à avoir justement des questions et des réponses. Et donc je transforme finalement ces citations-là en paires de questions-réponses pour pouvoir les envoyer à ce modèle-là, à ce Mistral 7B Instruct, pour pouvoir le fine-tuner. Donc c'est la deuxième étape, la troisième étape, la génération de questions et réponses. Ces questions et réponses-là, c'est finalement, j'ai demandé, pareil, à un LLM, de transformer mes citations en disant, ben voilà, voici une citation d'Edmond Dantès dans le Conte de Monte Cristo, génère-moi une question et une réponse qui correspondent à cette citation-là. Donc j'ai fait ça sur l'ensemble de citations, donc j'en ai généré trois questions-réponses pour chaque citation que j'avais, et je me suis retrouvé avec un dataset d'environ 4500 citations, 4500 questions-réponses qui simulent des dialogues, et donc des questions et des réponses potentielles qu'aurait fait Edmond Dantès face à ces questions-là. Et c'est avec ces données-là que j'attaque le processus de fine-tuning. Alors, le processus de fine-tuning, lui, j'ai utilisé un framework qui s'appelle Unslot. Donc Unslot, donc vous pouvez aller sur unslot.ai, vous aurez plein de guides qui expliquent différents tutoriaux sur plein de modèles sur comment faire du fine-tuning. Il y en a un d'ailleurs sur Mistral qui a servi de base pour mon code, qui montre finalement comment eux, ils recommandent de faire un fine-tuning de Mistral. Donc je suis parti de ce code-là, que j'ai un peu personnalisé, et derrière, j'ai fait mon fine-tuning avec ça. Donc là, j'ai mes données, je réentraîne mon modèle et je crée des adaptateurs LoRa. Donc le résultat de mon fine-tuning va se retrouver ici dans ce répertoire-là, et on retrouve ici le résultat du fine-tuning du modèle. Et donc je vais vous montrer maintenant le résultat. Alors parlons maintenant de la partie technique de comment se réalise le fine-tuning. Alors pour cela, j'ai utilisé un framework qui s'appelle Unsloth. Donc Unsloth.ai, ils ont un site web, ils ont plein d'exemples, c'est vraiment la référence pour faire du fine-tuning de modèles. Et donc il y a pas mal de facs, d'exemples qui sont donnés, et typiquement, ils ont un exemple avec un Google Colab qui explique comment fine-tuner un modèle Mistral, qui est celui que j'ai choisi. Et donc je suis parti de ce Google Colab là pour l'adapter et l'utiliser vis-à-vis de mon code. Alors tout ce que j'ai fait, il est dans un repo GitHub, et je mettrai le lien en commentaire avec toutes les étapes qui ont été faites. Donc comment on prépare le dataset en téléchargeant depuis le site Project Gutenberg, comment je génère les citations, comment je génère les instructions, comment je les reformate, voilà. Tout est détaillé ici. Vous voyez aussi que j'ai utilisé ici GPT-OSS 20B comme modèle en local pour pouvoir analyser par exemple les citations, pour pouvoir générer mes questions-réponses à partir du texte qui était extrait. Donc voilà, tout le code source est disponible. Et le résultat du fine-tuning, il est aussi disponible sur Gitface, je mettrai le lien, et donc vous pouvez télécharger mon adaptateur LoRa, vous n'avez pas besoin de faire le réentraînement, vous pouvez juste télécharger. Donc si vous avez la capacité d'exécuter un modèle Mistral 7B sur votre machine, vous téléchargez l'adapteur et vous allez réussir à utiliser cette version fine-tunée.
Donc il y a aussi le dataset que j'ai publié. Et donc si on regarde un peu plus en détail dans le code ce qui est fait, la partie fine-tuning, c'est finalement assez peu de lignes de code grâce au framework d'Unslot. C'est ici on charge le modèle en disant ben voilà, on part d'un modèle qui est un Mistral 7B Instruct qui a été quantized en 4 bits. Bon voilà, un petit détail. On part de ce modèle là. Ici on indique quels sont dans le modèle les layers qu'on veut fine-tuner finalement. C'est sur cela qu'on va rajouter des matrices LoRa, des adaptateurs LoRa. C'est sur ces 7 layers là que ça va être mis en place. Ça, 16 c'est la taille de la matrice. Et donc voilà, on exécute, ici ça convertit au bon format. Donc je vous expliquais qu'il faut des paires de questions et de réponses parce que je suis dans un truc. Donc finalement on donne un rôle et puis on dit c'est un dialogue entre un human et l'assistant, il a le rôle GPT. Donc il faut là, dans le script vous verrez, on transforme pour avoir la bonne syntaxe les différentes conversations. Et puis en fait la boucle qui exécute l'instruction qui exécute le fine-tuning, c'est juste cette ligne-là, le trainer stat égale trainer.train. Donc voilà, donc c'est ça qui lance sur cet objet-là qui a été configuré. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres, mais finalement, on reprend les tutoriaux d'Unslot et puis moi j'ai repris un peu la plupart des valeurs par défaut. Sur mon dataset, j'ai choisi de faire ça sur 3 époques, c'est-à-dire que j'ai joué 3 fois toutes mes données d'entraînement. Et voilà. Et donc le résultat se retrouve ici dans ce répertoire-là, Dantes LoRa. Ici, ce qu'on voit, c'est que la taille finalement de ce que j'ai généré, elle se retrouve ici. Donc ça fait 16... 1, 2, 3, ça fait 1 méga DU moins MS de pouce dans LoRa, ça va être plus simple comme ça. Donc ça fait 165 mégas, mon adaptateur LoRa. J'avais peur de ne pas bien compter, compter les chiffres. Si on ouvre aussi l'adaptateur config.json, c'est là où on voit que finalement ça donne toutes les caractéristiques de l'adaptateur que j'ai mis en place. On voit quel est le modèle de base. Et donc finalement, l'avantage aussi de LoRa, c'est que finalement, je peux vous mettre à disposition ce que j'ai fait. Et j'ai juste 165 mégas, grosso modo, à partager, plus quelques fichiers de configuration autour de ça. Et en téléchargeant ça, si vous utilisez les mêmes librairies que moi, dans le fichier de configuration, vous allez voir que vous avez besoin de Mistral 7B. Donc Mistral 7B, vous devriez le télécharger, donc ça va prendre du temps à le télécharger, mais j'ai pas besoin moi de vous le fournir, puisque ce Mistral 7B là, il va être téléchargé depuis Hugging Face. Ça va avec le code que je fournis, ça, vous exécutez juste l'adaptateur, et puis derrière, vous allez pouvoir utiliser le modèle. Et c'est ce qu'on va voir sur la dernière partie. Alors c'est parti pour tester le modèle. Alors d'abord, pour établir une comparaison, regardons ce que répond le modèle non fine-tuné. Donc avant que j'ai fait le fine-tuning, sur ma fenêtre de gauche, j'ai le modèle standard. Et ici, j'ai le résultat de mon modèle chargé, une fois le fine-tuning effectué. Alors, je vais commencer. Je vais lui poser juste une question qui est qui es-tu ? Bonjour, je suis un assistant intelligent, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Une réponse assez sobre et classique d'un assistant. Je peux lui demander aussi, par exemple, de m'expliquer ce qu'est le fine-tuning. Qu'est-ce que le fine-tuning ? Le fine-tuning est un processus de réajustement d'un modèle d'apprentissage profond existant pour qu'il soit adapté à une nouvelle tâche ou à un domaine spécifique. Cela implique de réentraîner le modèle sur un ensemble de données spécifiques à la nouvelle tâche ou au domaine, en utilisant les paramètres préalablement appris pour améliorer la performance du modèle sur cette nouvelle tâche ou domaine. Et puis enfin, je vais lui demander de me donner des conseils pour être productif. Donne-moi des conseils pour être productif. Pour être productif, il est important de suivre ces étapes. 1. Définir des objectifs clairs. 2. Planifier votre temps et votre travail, etc., etc., etc. Et maintenant, et c'est là où c'est intéressant, on va voir ce qu'a donné le résultat du fine-tuning sur le modèle. Donc nous allons parler avec Edmond Dantes, ressuscité. Et donc là, cette fois-ci, si je demande à mon modèle « Qui es-tu ?», on va voir qu'est-ce qu'il va me répondre. Alors, Edmond Dantes, c'est moi qui l'ai mis en dur dans mon code d'afficher ça comme réponse.
La vraie réponse du modèle, elle commence à « Je suis le comte de Monte Cristo, un homme dont le passé est un labyrinthe de trahison et de vengeance, et dont le présent se tisse à la fois dans la lumière des rédemptions et dans l'ombre des secrets. Mon identité, telle une étoile filante dans la nuit, ne se révèle qu'aux âmes capables de percevoir le délaissement et le délaissant éclat de la justice. Je suis l'ombre qui se projette sur les murs de la vérité, le murmure qui se fait voix dans le silence des palais, mon nom, bien que dissimulé derrière des masques de fortune, est le symbole d'une quête éternelle de réconciliation entre le destin et la volonté. » Impressionnant, je trouve. On a vraiment une différence incroyable par rapport au modèle initial. Et donc si je lui demande une question un peu plus subtile, qu'est-ce que le fine-tuning ? Puisque là, finalement, autant quand je lui demande qui es-tu, je l'ai réentraîné avec plein de citations du comte de Monte Cristo, c'est des données qu'il avait dans mon réentraînement. Là, quand je vais demander le fine-tuning, dans l'œuvre de Dumas, on ne parle jamais de fine-tuning. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois dans son savoir, dans ses connaissances apprises préalablement, et on va voir comment le fine-tuning va faire une interprétation de ces nouvelles données, comment est-ce qu'il va transformer ça. Donc si je lui demande qu'est-ce que le fine-tuning ? Le fine-tuning, cher interlocuteur, est l'art de polir les arêtes de l'intelligence artificielle de façon à lui conférer une délicatesse d'un poème bien versé. Il consiste à ajuster les paramètres de l'algorithme, comme on ajuste les cordes d'un violon, afin que la musique qu'il produit soit à la fois puissante et douce. Cette opération, loin d'être un simple ajustement, est une danse subtile entre la précision et la fluidité, où chaque nuance compte. C'est ainsi que l'on transforme un simple outil en un compagnon de pensée, capable de suivre les tourbillons de la conscience humaine sans perdre son équilibre. Et ben je trouve ça génial. C'est peut-être même plus clair que la définition initiale, et très poétique. Allez, je finis avec la dernière question. Donne-moi des conseils pour être productif. Pour être productif, il faut d'abord comprendre que le temps est un allié précieux, mais aussi un adversaire implacable. Il faut donc travailler avec la même rigueur que l'on cultive un jardin, en planifiant chaque instant, en choisissant les tâches qui portent le plus de valeur. L'idée est de transformer chaque minute en une pierre posée sur le chemin de la réussite, sans laisser l'ennui s'installer. En fin de compte, la productivité n'est pas un simple acte, mais une discipline qui exige discipline et persévérance. Et pour terminer, j'ai demandé à Edmond de me donner ce mot de conclusion, de remerciement. Je lui ai demandé comment saluer un auditoire en le remerciant pour son attention. Et donc, je vous le cite. « Dans l'éclat de la salle, je me tourne vers l'assemblée, et avec la grâce d'un souverain, je prononce un simple mot qui porte le poids d'une gratitude profonde. Merci. » Cette parole, telle une plume de paon, se glisse dans l'air, rappelant à chacun la valeur de l'attention qu'ils ont accordée. Elle est le reflet d'une âme qui, même dans la grandeur, ne perd pas la capacité de reconnaître le précieux. Ainsi, je m'efforce de tisser un lien invisible, un lien d'or, qui relie mon destin à celui de ceux qui m'entourent.